parler un peu de politique, c'est-à-dire de comment les choses se sont passées. Alors, j'ai une gageure dont je vais me chronomètre un peu, puisque je dois en peu près faire 27 ans d'histoire en 20 à 30 minutes. J'ai donc mis rapidement les points de repère temporels de cette affaire, et je vais insister sur 3 moments. Le premier, qui est celui, en gros, de Rio de Janeiro. Le deuxième, c'est le mandat de Berlin et Kyoto, mais vous verrez que Berlin est plus important que Kyoto. Le troisième, c'est qu'est-ce qui arrive à Copenhague. Et je vais essayer de conclure en 10 minutes, je pense. Je vais essayer de garder 10 minutes pour la fin pour nous rendre espoir. Alors, ça c'est mon vieux fond latin. Dans ces temps illustres, c'est important de se rappeler ce qui s'est passé, parce que vous verrez que ça marque beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Première chose, c'est pourquoi ? Alors qu'à l'époque, Jean Ramégy me disait que les modèles climatiques étaient quand même pas très avancés, juste 3 ans après les premières projections des modèles tridimensionnels, George Bush senior et Madame Thatcher convoquent un sommet climat à Rio. C'est un peu surprenant cette rapidité de réaction, il me semble. En fait, elle s'explique très bien si on se rappelle de cette époque. Il y a 3 facteurs importants. Le premier, ce sont les questions de sécurité énergétique. Nous sommes dans une période de contre-choc pétrolier où le prix du pétrole est descendu très bas suite à quelque chose que je ne peux pas expliquer ici, une sorte de bras de fer entre Mme Thatcher et l'Arabie Saoudite. C'est très dangereux pour tous ceux qui connaissent l'énergie parce que l'énergie bon marché, pour des gens comme moi, c'est très dangereux. Et pas seulement moi. La géopolitique américaine, parce que ça veut dire qu'on est dépendant de là où il y a du pétrole, ou du gaz à très bon marché, et donc d'une zone instable et pleine de crises. On le fait ça dans un moment où il y a les perestroïka en Russie, en Union soviétique, et on est à la recherche d'horizons stratégiques communs entre l'Est et l'Ouest. Et puis il y a les pays émergents, dont la Chine, dont on sait déjà qu'elle va croître juste après, l'Inde, etc. Et je fais un petit aller-retour. Vous mettez de la part... Vous trouvez ça dans un topo que j'ai mis sur notre website au CIRED. J'étais un des délégués français à la conférence mondiale de l'énergie en 89. Et Schlesinger, c'est un ancien patron de la CIA et patron du département de l'énergie aux États-Unis. Il fait quelque chose de plus provoquant que ça, c'est écrit, mais son texte est très simple. Le grand problème de l'énergie au XXIe siècle, c'est que nous aimons trop les Arabes. Pourquoi ? Parce que nous refusons de faire les efforts pour arrêter d'importer du pétrole. Vous imaginez ce qu'il dit derrière, je gagne du temps. Il dit c'est porteur de crise. Et les Américains ont 2 options. Ou bien nous pensons que nous pourrons dominer militairement toute cette zone pendant un siècle, malgré l'émergence des grands pays, malgré la Russie, malgré l'Inde, malgré la Chine. Ou bien on fait attention à faire des efforts en interne pour faire ce qu'ils voulaient faire il y a 20 ans avec le plan Nixon. Et ça se fera d'autant mieux que le monde entier se met, comme nous, en position de faire une transition énergétique pour réduire les tensions sur le pétrole, dont vous savez maintenant qu'elles sont non seulement porteuses de crise, mais au bout de 30 ans, on a vu que quelques guerres se sont passées, entre autres, autour de ça. Et bien évidemment, c'est aidé tactiquement par le fait qu'il se trouve qu'il y a une sécheresse aux États-Unis, ce qui fait que tout le camp républicain bascule dans ce sens-là, que les milieux énergie efficiency sont très très actifs. Et en Europe, en face de ça, la réaction de la Commission, livre blanc de l'or est tout à fait intéressante. Ils voient la même chose, ils y rajoutent quelque chose de très important, et vous verrez d'actualité. Nous, Européens, on veut protéger notre modèle social. On a un problème de compétitivité prix avec les autres pays. Si on taxait les émissions et si on détaxait le travail pour avoir un coût du travail plus faible. Et pour concilier protection sociale, environnement et compétitivité. Donc d'entrée, nous avons à cette époque une vision en Europe, au moins à la Commission, qui perçoit les enjeux stratégiques. C'est une période dont il faut se rappeler, puisqu'on a un peu partout du monde l'idée d'un horizon partagé.
On a intérêt tous à faire ça pour avoir un monde plus pacifique dans le long terme. Et c'est ce qui explique le passage de Rio à Stockholm. Alors pourquoi ça rate? D'abord aux États-Unis, parce que simplement, entre-temps, il y a l'affaire de l'Irak. Je vous laisse regarder, vous vous rappelez, il y a deux façons de s'en tirer. Ou bien on pense que nous contrôlons cette zone, ou bien on fait des efforts. Efforts, ça veut dire prix d'énergie plus cher aux États-Unis, c'est impopulaire. Et donc, voilà ce que M. Schlesinger, 3 ans plus tard, dit. Finalement, pour les États-Unis, ils ont joué l'arme de la puissance, et donc finalement, ils sont très bien comme ça, et c'est plus la peine de s'embêter avec des efforts en interne. Mais on aurait pu s'en tirer, parce que finalement, la dynamique diplomatique a été lancée, et donc, s'il faut comprendre, c'est pourquoi la position européenne de taxe mixte carbone-énergie s'effondrera avant Rio, parce que vous imaginez la situation, l'Europe est là, on convoque les pays en développement, je commence à ça très très vite, c'est la dernière ligne, qui se demandent pourquoi ils sont là. Et on leur dit, écoutez, on a un problème, mais rassurez-vous, c'est le deal qu'on avait fait à Stockholm. On a compris que pour résoudre le problème de l'environnement au sens large et du climat au sens large, vous ne participerez pas à ça s'il n'y a pas de développement. Et c'est toute l'idée du développement soutenable. C'est un deal très simple. On a besoin de vous pour limiter les émissions gaz à effet de serre. Et on sait que vous ne participerez que si. Ce n'est pas une contrainte pour votre développement. Rappelez-vous de ça, j'y reviendrai tout à l'heure, d'accord? Mais pourquoi nous, Européens, on se dit, tiens, on va mettre les pays du tiers-monde de notre côté, on va un peu accuser les Américains de ne pas être extrêmement sérieux. Et donc, on a beaucoup en Europe une taxe mixte qui est proposée. Moitié sur les émissions de gaz à effet de serre et moitié sur l'énergie. Pourquoi elle est mixte? Parce qu'il se trouve qu'en Europe, il y a des Allemands, il y a des Italiens qui n'aiment pas le nucléaire. Et donc, pas question de faire une taxe seulement sur le carbone, puisque ça favorise trop le nucléaire. C'est un compromis acceptable. La France tient à une taxe sur le carbone seule. Tout le monde, y compris moi, pense que la France, au dernier moment, va se rallier à la position commune. C'est Yves Martin qui est décédé maintenant, qui mène la bagarre à cette époque-là. Pourquoi ça rate? Eh bien parce que on convainc, il y a une phrase dont je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie, mais je pense qu'elle est vraie, dans le milieu qui était là, on convainc des ministres brillants de la chose suivante, c'est stupide de taxer, c'est aussi stupide de taxer le nucléaire que de taxer le Coca-Cola pour lutter contre l'alcoolisme. Ça se règle en un quart d'heure. Évidemment, c'est pas très bien, parce qu'on voit bien que quand même la France aurait eu intérêt à ça, et le patron de EDF que j'ai rencontré 10 ans après m'a dit oui, on a très mal joué ce coup-là. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de la France? On dit écoutez, ça va obérer la compétitivité de l'industrie française. Oui, mais d'après vous, entre l'industrie française et l'industrie allemande, qui est plus pénalisé par une taxe sur le carbone? Ce n'est pas nous. Donc, il y a eu une hypnose qui a fait que on n'a pas très bien défendu notre intérêt à ce moment-là, et c'est intéressant pour nous, citoyens, de se rendre compte pourquoi. Donc, alors, finalement, puisque toute l'Europe disait qu'il fallait faire ça, pourquoi on n'a pas réveillé nos dirigeants? Très simple. Les Allemands étaient en train de négocier en interne, pas de taxes. Et faisons des accords volontaires, pas de taxes sur l'industrie. Et donc faisons des accords volontaires avec l'industrie, rappelez-vous de ce mot, accord volontaire. Vous allez faire des choses et vous ne payez rien. Donc l'Allemagne est très contente, à ce moment-là, que nous ayons contribué à qu'il n'y ait pas de proposition portée à cette époque. Donc voilà pourquoi on a raté la première fois. Alors maintenant, bien sûr, il y a le deuxième moment. Qu'est-ce qu'on en savait? Je vais agir, là, je me contente un tout petit peu, je vais aller très très vite là-dessus. On sait bien qu'on est dans un domaine de décision séquentielle, hein, c'est du pari de Pascal, c'est-à-dire en gros, il faut agir avant de savoir quelle est la réalité totale des choses. On est bien sûr qu'on n'agira que si c'est au nom aussi d'autres objectifs. On a compris qu'il y avait un problème de géopolitique de l'énergie, on a compris qu'il y avait un problème nord-sud. Mais on a compris aussi qu'il y avait des danger dans l'usage tactique de dossiers collatéraux au dossier climat, le nucléaire en l'occurrence. Moment Berlin. Pourquoi à Berlin va-t-on se lancer dans des objectifs quantitatifs? Il faut savoir qu'à l'époque, rappelez-vous le plan de l'or, mais les Américains pensaient la même chose.
ça tombe sous le sens de se dire, tiens, on va taxer pour détaxer autre chose. Et objectif quantitatif, les gens ont tendance à dire, c'est un peu embêtant, parce que si on y croit vraiment, il faut être sûr de les tenir. Or, ce n'est pas vrai qu'on sait prédire les objectifs quantitatifs et les tenir vraiment à 10 ans. Donc, ça peut être non sincère, le fait de se mettre sur des engagements quantitatifs. Sauf si on a du cap and trade, c'est-à-dire qu'on met des objectifs, on permet aux gens d'échanger des quotas entre eux. Ça veut dire que la France signe, n'a pas de chance, il y a le pays bloqué parce qu'il y a des camionneurs qui ne veulent pas payer plus cher leur essence. Si la France est sincère, elle accepte d'importer des droits d'émission d'autres pays où les camionneurs auraient été plus vertueux. C'est ce que ça veut dire. Ça sera ça le schéma de Kyoto. Vous vous rappelez? Ça va? Donc, qu'est-ce qui se passe à Berlin? On rentre... pardon. Ici, je vais faire comme ça. À Berlin, il se passe la chose suivante. C'est que, rappelez-vous que l'Allemagne veut pas de prix du carbone sur son industrie. Vous vous rappelez, c'est un accord volontaire. Comment vous protégez les accords volontaires? Elle sait bien que l'administration américaine vient en disant, bon, on va discuter avec les Européens sur la taxe. La seule chose, il faut que ce soit exprimé d'une façon telle que ça ne soit pas une contrainte sur notre Sénat. D'accord? Ils n'aiment pas trop, mais on va essayer. Eh bien, l'Allemagne arrive avec moins 25% de baisse des émissions. Pourquoi moins 25? C'est simple, il y a eu la réunification de l'Allemagne à ce moment-là. Vous rajoutez la réunification de l'Allemagne, un peu de volonté de réduire le charbon par rapport au gaz, des efforts sans problème en matière d'efficacité énergétique, et vous avez les moins 25%. Tout le monde est content, enfin, sauf qu'il faut bien voir, si vous regardez ce qu'a fait l'Allemagne en 20 ans, ils ont fait moins 22%. Et moins 22 avec une croissance qui est un point inférieure à ce qu'on pensait à l'époque. D'accord? Donc ça veut dire que la réalité, c'est que les moins 25% relevaient un peu de l'hypnose. D'accord? L'Allemagne aujourd'hui, si elle avait cru comme d'habitude, elle aurait fait du moins 5, moins 6. D'accord? Mais pas moins 25. Et donc, on a là un malentendu terrible parce que les Américains sont forcés de demander, le chef de la délégation américaine est forcé de demander en pleine nuit à son gouvernement le droit de changer de position, tellement ils craignent une défaite diplomatique. Donc, on s'engage dans le cap and trade, dans le cap, auprès d'un grand malentendu, parce que les Américains se disent, comme il y a un cap, il y aura des échanges, et les Allemands, ils ont un cap, mais ils ne veulent pas d'échange. On va donc arriver comme ça à Kyoto. Alors pourquoi ils ne veulent pas d'échange? C'est très simple, parce qu'ils ne veulent pas trop de prix du carbone à l'époque. D'accord? Donc on a, comme ça, un dispositif qui se met en place, qui n'a pas été forcément voulu très bien. Et alors pourquoi? Pourquoi ce schéma pose un problème que l'on savait? C'est qu'il y a eu une résolution du Sénat américain. Cette résolution, à l'unanimité, dit qu'il n'y aura pas de ratification dans le cadre d'un traité avec des quotas, cap and trade, s'il n'y a pas de participation significative des pays en développement. Alors vous pouvez dire, c'est du cynisme absolu, ce sont les riches qui demandent aux pauvres de faire des efforts. Remettez-vous dans la réalité suivante. Ça voulait dire ça, la différence entre une taxe c'est vraiment très simple, une taxe, elle reste chez vous. Cap and trade, vous avez des échanges. Ça voulait dire pour les États-Unis, se dire, tiens, on a un risque, vu ce qui a été signé, d'avoir des milliards de dollars qui partent en Russie. Ils n'aiment pas. Ou en Chine. Ils n'aiment pas. Ou en Inde. Ils n'aiment pas. Je ne sais pas s'ils n'auraient aimé, nous non plus. Mais c'est ce que ça veut dire, ça. Quand on fait du cap and trade, on a ce problème que les pays riches se disent, zut, je m'engage à des transferts. Alors, est-ce qu'on est prêt ou pas? Et bien sûr, les enjeux géopolitiques de cette affaire ne sont pas nuls. Et ensuite, vous avez maintenant l'autre face. C'est qu'on a failli avoir un bon accord à Kyoto, il a été détruit au dernier moment, parce que l'Indien Sharma dit qu'il n'y aura pas de carbon trading, il n'y aura pas d'échange, tant que la question de
de l'attribution des droits d'émission primaires n'aura été résolue. Il fait ça la veille du dernier jour. Vous imaginez, le dernier jour, se mettre d'accord vraiment sur les droits d'émission entre Américains, Français, Indiens. Je lui dis, écoute, là, vous l'avez fait exprès. Il dit oui, vous avez dit n'importe quoi. Vous avez fait une négociation où nous ne sommes pas concernés parce que ce que vous dites, et je regrette de ne pas avoir mis ce cercle, alors je vous le fais comme ça, c'est ce qu'il m'a dessiné, il y avait un gâteau à se partager. Vous en avez bouffé les 2/3. Et vous nous dites maintenant, les gars, on va être très sympathiques pour le partage de ce qui reste, mais on ne vous croit pas. Quota, ça veut dire ça. Quota, j'ai une target, j'ai un gâteau, et alors plus vous êtes vertueux environnementalement, plus le gâteau, il est petit. Et donc, vous croyez vraiment que nous, on croit que vous allez nous laisser ce qui reste? Non, bien sûr. Et ça, c'est important parce que ça va déterminer ce qui va se passer dans les prochaines années. Et malgré tout, on continue. Alors, tout fait bien sûr que je pense qu'on aurait pu faire un très bon usage du Kyoto. Je n'ai pas le temps de l'élaborer maintenant, mais par quoi nous avons été piégés? On a été piégés d'abord par la querelle de la supplémentarité. Je commence par ça, je ne la détaille pas ici si vous voulez. C'est un problème très très historique. Les Allemands au départ ne voulaient absolument pas que ça se passe comme ça. Ils ont dû céder parce qu'ils voulaient toujours protéger leur industrie. On a perdu beaucoup de temps, je laisse ça de côté. J'ai passé 4 ans de ma vie à me battre sur ça. Mais surtout, on a été piégés idéologiquement parce que, vous avez vu comment je vous expliquais le cap and trade, hein, des États entre eux, au cas où il y aurait un problème, pour être sincères avec leur signature. C'est devenu, dans l'ambiance de l'époque, vive le marché, avec chacun qui trade avec tout le monde. Implicitement, le paysan indien qui vend des droits d'émission au touriste français qui va aux Seychelles. Et comme on est généreux, on dit, mais on sait bien que tout ça, ça pose des problèmes de distorsion, parce que le dollar pour un Indien et pour un Français et pour un Américain n'a pas la même valeur, ben, il y aura des compensations. Concrètement, ça veut dire, vous voyez bien que notre Indien, il n'y croit pas non plus, 50 € la tonne de carbone, ça double le prix du ciment en Inde. Je ne suis pas sûr que vous pensiez qu'on puisse demander aux Français aujourd'hui de subventionner les Indiens pour construire des logements plus chers. C'est très concrètement ça ce que ça veut dire. Et donc, en passant du cap and trade tel que je vous l'ai décrit à cette idéologie, on a laissé tout un tas de choses qui se sont passées, qui ont fait qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette affaire, puisqu'on n'a pas pointé sur ce qui est possible et sur lequel je reviendrai. C'était d'autant plus difficile, et ça a créé un tel débat, un tel climat de défiance, qu'on dit on va compenser. Oui, mais lorsqu'il a fallu, et ça c'est sérieux ça, lever une taxe pour financer, aider les pays à se doter de capacités techniques. On a réussi à lever cette taxe sur le mécanisme de développement propre, c'est-à-dire le seul mécanisme en direction des pays en développement, et pas sur le carbon trading entre pays développés. Donc vous imaginez qu'un truc comme ça, les pays du Sud ont tendance à penser qu'on est un peu hypocrite. Alors, ça c'est le moment Kyoto, je passe là-dessus, et je vais aller au moment Copenhague. Pour gagner du temps, je passe le reste. Je pense que c'est assez clair ce que je racontais sur ce que j'en tire comme genre de leçon. Au moment Copenhague, il y a eu Bush, fils, 10 ans perdus. On se dit, ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez, l'observateur comme moi était un peu inquiet, mais vous voyez pourquoi. On va monter de 2007 à 2010 des messages très catastrophistes. Mais pas au sens où l'a dit Hervé, là. Hein. Moi aussi, je pense qu'il y a des problèmes. Mais la catastrophe. Et on a endossé politiquement l'objectif du 2 degrés. Des cibles. Et on se dit, c'est très bien, Bush est un sale type, Obama vient, il est sympa, et tout va très très bien marcher. Et vous avez une montée médiatique de grands médiatiseurs, voilà, à la télé, on a des débats partout, et bien sûr tout le monde se dit, les présidents de la République les amènent pour négocier, on va sauver la planète qui est en train de brûler. Le problème, c'est qu'on aurait dû savoir, le même que je vous ai raconté, on aurait dû savoir le vote du Sénat américain. On aurait dû savoir qu'il y a une catastrophe économique mondiale qui a démarré.
et que les gens ont commencé à se dire, est-ce qu'on peut se payer une politique climatique alors qu'on est avec un chômage très fort? On aurait dû savoir que Obama était empêché. Le point est très simple, c'est la mort de Ted Kennedy qui entraîne la perte du siège du Massachusetts. Avec ça, les démocrates n'ont plus la majorité, vous savez, c'est 60, voilà, ils ont la majorité, mais ils n'ont pas le pourcentage à la Chambre qui leur permet de se passer de l'avis des républicains. Et quelle est la priorité d'Obama? Et je le comprends, c'était la santé. Donc il sait, avec la mort de Kennedy, que la santé ne passera pas, ou passera difficilement. Vous savez qu'il a encore des problèmes aujourd'hui. Donc ce n'est pas à ce moment-là qu'il allait à Copenhague être agressif sur le climat. Donc avant de monter une opération, c'est intéressant pour les sociologues ça, comment c'est possible que des gens qui sont de bonne foi n'aient pas fait attention à ce petit détail-là? Et bien sûr, je le dis avec une certaine clarté. Évidemment qu'ensuite, Claude Allègre vient et vend 200 000 bouquins. Évidemment. Parce qu'au passage, bien sûr, il y a les pays émergents qui montent et on ne va pas expliquer aux Français qui vont financer les Chinois et les Indiens. Donc là, on a une bulle qui est très importante. Je vérifie, je ne vais peut-être pas censurer ça quand même, je vais l'expliquer seulement un petit peu vite, ça va, c'est bon. L'affaire du 2 degrés. On est en 2007, c'est le 4e rapport. Je peux pas, les chiffres sont trop petits là, hein, d'accord? Mais ils disent quoi? Déjà. Ils disent que si vous voulez respecter le 2 degrés, il faut piquer les émissions en 2015. Bon. Le dernier rapport dit on peut le faire s'il y a des overshoots, c'est-à-dire si on passe dessus, et si ensuite on piège beaucoup de carbone. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'hypnose sur le 2 degrés qui est devenu dans le langage de négociation que je comprends très très bien. C'est-à-dire que ça peut être un objectif que l'on veut. Vers quoi ça tend? En anglais, c'est aspirational, ok? Mais il ne faut pas se tromper. Hein, le 2 degrés, on y est, quoi. D'accord? Donc ça veut dire que la façon dont l'objectif du 2 degrés, qui est utile, qu'il faut maintenir, a été joué, est là-dessus un peu gênant, parce qu'ensuite on revient là-dessus avec l'idée du partage du gâteau, c'est un peu plus difficile et c'est politiquement pas forcément la façon de progresser qui est la plus efficace. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est d'abord se rassurer en disant que pour le Sud, il y a une vraie conscience de la menace climatique pour eux-mêmes et pour nous. C'est clair que les Chinois savent que le 21e siècle sera un siècle de guerre et d'affrontement sur l'énergie si on ne fait rien. Aussi sur la Terre, hein, d'accord? Ils savent qu'on a des confrontations, et elles existent. Ils savent qu'il y a des questions de sécurité énergétique. Ils savent aussi qu'il y a des co-bénéfices en Inde, en Chine, c'est très très bien. Le piège du charbon et des pollutions locales qui sont très importantes. Ce n'est pas des petites choses hein, pour la santé. Et donc, ils souhaitent, ils écrivent là-dessus, éviter des bifurcations irréversibles. Ils sont lancés dans le développement, ils construisent leurs infrastructures aujourd'hui. Et si on ne fait rien aujourd'hui pour les infrastructures, dans 20 ans, il sera trop tard. Ils ont construit beaucoup d'autoroutes, moins de rails, etc. Hein, c'est la force des années 45-50. Donc ça, ils le savent. Et bien simplement, nous, on veut continuer à sortir de la pauvreté, maîtriser un développement dualiste, c'est-à-dire avec un découplage des populations, mais aidez-nous à faire cette bifurcation. D'accord? Et ça, c'est très fort. Hein. Bon. Alors, bien sûr que là, on doit changer de paradigme. C'est à Cancun que ça se fait. On doit passer du fair balance sharing, c'est l'expression, n'est-ce pas, et à equitable access to development, accès équitable au développement. C'est la marque qui a été donnée à Cancun. Qu'est-ce qu'on en tirera comme conséquence en termes diplomatiques? Je ne suis pas... Enfin, j'ai quelques idées, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que c'est un vœu pieux en période de crise? Je vais accélérer sur ce point-là pour simplement dire qu'il faut prévenir le retour au charbon, qui est l'enjeu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas le découplage des émissions, c'est le retour au charbon, y compris en Europe avec les Polonais. Prévenir l'explosion des besoins de mobilité, si je peux me permettre, je vais là insister un tout petit peu plus, c'est de dire, ça, c'est l'explosion urbaine, et ça
passe par quelque chose de très très important, qui est le fait qu'il faut aussi jouer sur la maîtrise du foncier et la maîtrise de l'immobilier. Hein, les besoins, l'éclatement des villes, pour donner le temps de déployer des énergies propres. Alors, petit mot sur l'industrie alimentaire et l'alimentation, c'est très important. Alors, comme je suis béarnais, je vous promets pas de vous prôner une conversion au végétarianisme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire attention que si la diète des pays en développement mime la diète des Américains, avec les steaks, pour caricaturer, à 200 grammes, qui sont très mauvais pour la santé, eh bien, c'est sûr qu'on aura beaucoup de problèmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donc se donner les moyens d'agir sur nos modes de développement, nos façons de se transporter, nos façons de manger, de façon plus équilibrée, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela ne se fera que si c'est désiré. Non pas qu'on vous dise « c'est votre faute le climat », mais c'est mieux de manger comme ça. Hein, 80 grammes ou 100 grammes, c'est mieux que 200, mon gars, pour ta santé. 2 verres de vin, c'est très bien. Te pinter, c'est pas bien. C'est uniquement ça qui permettra de mobiliser les gens sur le climat. Et bien sûr, ça veut dire que ça doit contribuer aux enjeux d'aujourd'hui. Ce qui est quoi? Qu'on est en pleine crise économique. Je vais, 4 minutes, je tiens absolument à conserver mon temps, pour dire la chose suivante. Rapidement, c'est quoi l'économie aujourd'hui? C'est la coexistence d'un volant d'épargne énorme dans les pays pétroliers, chez les personnes âgées de nos pays, chez les couches moyennes, non, les couches supérieures des cadres jeunes, etc., qui vont dans des fonds de pension. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la nature de la gestion des firmes, qui regardent uniquement l'action pour l'actionnaire, n'est-ce pas, la valeur pour l'actionnaire, fait que les firmes aujourd'hui, c'est un peu comme la note de Buridan, quoi. Il ne sait pas quoi faire. Hein. Eh bien, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on investit dans des circuits financiers et dans l'immobilier et dans des bulles spéculatives. C'est ça la réalité de l'économie mondiale. Donc ça veut dire que si on se dit qu'on est d'accord que le climat c'est une menace, et j'aime bien ce qu'a dit Hervé, c'est un des stress, il y en a d'autres, c'est un de ceux-là, qu'on sait mesurer le carbone, qu'on sait donc qu'on peut relancer des programmes sur les transports, l'habitat, la restructuration de l'industrie alimentaire, la restructuration des circuits, de l'industrie des matériaux et l'énergie, bien entendu. C'est une bifurcation énorme qu'on peut faire. Et ça veut dire que si on met en place des systèmes qui nous permettent de faire cette réorientation, et si on dit que c'est pour s'orienter vers des modes de développement plus intelligents, peut-être là qu'on aura une mobilisation plus forte que celle que l'on a eue jusqu'à maintenant. Donc il y a des idées là-dessus, hein. Je vais pas développer peut-être dans la discussion, on parle de plan Marshall, de croissance inclusive, etc. Donc une conclusion en forme d'invite. Hein. L'enjeu climatique, on peut le relever si on est conscient que c'est un horizon partagé. Parce que vous pouvez me dire, tout ça c'est bien joli, mais c'est trop compliqué. Non. C'est compliqué. Mais en même temps, c'est parce que c'est compliqué que l'on peut dire à chacun que chacun d'entre nous a intérêt à ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous avons besoin, dans le monde entier, d'horizons partagés. Et l'origine de cette affaire, quand ça a été lancé, je vous ai parlé de la commission Delors, de ce qu'a fait Bush, etc., il y avait un peu cette idée-là, qu'il y avait un horizon en fonction d'un signal qui vient de l'avenir et qui est inquiétant, et que ce n'est pas idiot de le faire, pour des questions de sécurité et pour et d'environnement un peu plus intelligent. Dans le levier de crise pour la mondialisation, bien entendu, on ne va pas sortir de là uniquement par la négociation climat. On voit bien que ce qui est en jeu, c'est le commerce, c'est la monnaie, ce sont les modalités de financement. Donc, langage commun à faire émerger, ça Hervé le sait, se méfier des effets d'hypnose médiatique et se rappeler que la garantie des résultats elle viendra plus d'un cercle vertueux de confiance que de l'annonce répétée d'objectifs d'autant plus sympathiques à afficher qui sont lointains. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire là-dessus, et je termine, donc il me reste 30 secondes, j'avais fait un petit pari, je refais le coup. Il faut dire simplement que dans cette affaire-là, ce que je retiens moi, de ma présence au GIEC, c'est qu'on a un sacré problème de communication entre les scientifiques et l'opinion publique. Parce que ce que je sais, moi, sur la diplomatie, j'ai été impliqué autour
de Kyoto. Mais les scientifiques comme moi ont beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Vous savez, parce qu'on parle avec nos collègues russes, polonais, je reviens d'Allemagne. Et donc, si vous voulez, j'ai parfois un peu souffert que le lien entre ce que nous savons et ce que vous savez est un peu distendu. Il faudrait donc trouver des porte-paroles un peu plus directs pour que, à l'avenir, l'opinion publique se mobilise avec l'information la plus précise possible, que j'ai essayé de résumer en 30 minutes. Très bien, alors venez vous asseoir. Hervé Le Treut aussi va me rejoindre, et puis on va pouvoir découvrir les dessins du dessinateur Yak que lui ont inspiré votre présentation. Et puis bien sûr, dans quelques instants, on viendra vers vous pour que vous puissiez poser vos questions. Ce qu'on se demande en vous écoutant là, alors effectivement c'était un peu chronique d'échec annoncé, où on a l'impression que ça ne pouvait que aboutir à un échec parce qu'on s'y est pas bien pris, parce qu'on n'a pas bien fait les choses. Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'on aurait pu faire mieux, ou qu'il fallait en passer par là une sorte de mal pour un bien? Il fallait que l'on évacue ces fausses bonnes idées pour faire mieux maintenant? Non, alors là c'est vraiment très clair. Ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il y a des fenêtres d'opportunité où c'est possible. 92, c'était possible, franchement. On aurait pu, en 92, enclencher quelque chose qui était petit, qui n'était pas... Mais enfin, quand même. Ça, c'était possible. Il y avait beaucoup d'ingrédients. Si vous regardez les rapports de la commission de l'or à cette époque, c'était ça. Donc, la façon dont on a géré les choses en France, avec une Allemagne qui disait « moi, ça m'embête un peu », et le fait qu'on n'ait pas compris ça, et qu'on ait joué un peu en France contre nos intérêts, ça, c'est une bêtise, oui. Mais 92, on pouvait faire quelque chose. On aurait pu faire quelque chose aussi entre Kyoto et Copsi, parce qu'il y a une bonne interprétation de Kyoto que l'on aurait pu faire. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on n'a pas pu le faire, parce que les politiques, certains d'entre eux sont extrêmement lucides, il ne faut pas... d'accord. Ben, vous avez très souvent des jeux tactiques et des jeux de représentation sur lesquels l'opinion publique se mobilise, et on la mobilise parfois pas très bien, parce qu'elle n'est pas très bien informée, qui fait que les choses ratent. Si vous permettez, il y a une phrase que je peux... C'est pas exactement ce moment-là, mais ça me vient à l'esprit comme ça. J'étais donc négociateur à cette époque. La France réunit avant COP6 une grande réunion mondiale, puisque c'était nous qui étions les leaders de l'Europe. On est à Lyon. On est à Lyon, et Lyon est bloqué par grève des taxis et des poids lourds. Et à la télé, vous avez « On protège les Français contre Bercy ». C'est nos porte-parole contre Bercy. Ça c'était la télévision. Le chef de la délégation d'Arabie Saoudite que je connaissais, du GIEC, il se marre, il s'est comme ça. Ah, John Charles. Enfin, les Français ont compris que vous payez trop d'impôts sur votre essence. Il se marrait, bien sûr. Sauf que vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'opinion publique croit que les impôts sur l'essence, c'est contre son bien. L'Arabie Saoudite dit « Putain, je suis vachement content, excusez-moi pour le putain. Je suis très content, parce que si les Français pouvaient baisser les impôts sur l'essence, ça ferait plus de rente pour moi. » Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a eu des moments où on pouvait le faire. La question, c'est la mise en scène avec l'opinion publique. Ouais. Vous avez un peu donné ces deux alternatives, que pour le moment, aucune des deux s'est avérée être la bonne. C'était cette idée de taxer pour vendre plus cher, ou cette idée d'échanger les droits à émettre du CO2 de façon à ce que ça prenne aussi de la valeur, ces émissions de CO2. Et aucune de ces deux solutions n'est la bonne selon vous, ou c'est qu'on n'a pas su les mettre en œuvre? Là, il faut être un peu plus précis. Sur le fond, il serait très bien de donner un prix au CO2. Il faut le faire. Sauf que si vous le faites aujourd'hui comme ça, je vais être très précis sur ce qui s'est passé ici. L'ouvrier de Paris, c'est très concret, qui a 25 ans, il était encore sur Paris. Il prenait son métro. Aujourd'hui, on lui dit, écoute mon gars, tu vas plus loin, le logement est moins cher, puis comme l'énergie n'est pas très chère, tu fais des allers-retours. Et ce gars-là qui est payé avec sa voiture, lui toujours dit, gars, je te taxe. On comprend qu'ils ne sont pas extrêmement contents. Bon.
Donc ça veut dire que vous ne pouvez faire une réforme comme ça que si vous le dites en même temps, ce qui était l'idée de la commission Delors, entre parenthèses. D'accord, ça, tu payes plus cher, mais tu auras des charges sociales qui sont moins grandes. Donc en gros, tu auras moins de problèmes pour ton salaire. Tu vas peut-être avoir un salaire net un petit peu supérieur. Ça veut dire que ça ne peut être vendu ça que dans un contrat social d'ensemble où je mets les prix du carbone plus, je sais pas, le marché du travail, le financement de la sécurité sociale, des retraites, etc. C'est ça qu'il faut faire. Et donc ça marche. Les Suédois, en parenthèse, les Suédois ont une taxe carbone de 100 et quelques euros parce qu'ils ont fait ça. Voilà. Ça ne peut pas être une mesure isolée. Non. Il faut adapter la société pour qu'elle soit prête à recevoir ça. Et ça vaut pour le cap and trade. Hein. On peut faire des choses aussi, mais ça dépend dans quel contexte. C'est la même chose. Alors, une petite... vous avez dit dans votre... vous avez fait un moment un raccourci et je ne vous ai pas suivi, alors j'en profite pour vous poser la question. Vous avez dit Obama était empêché parce qu'il venait de perdre sa majorité et puis il avait sa réforme sur la santé qu'il voulait absolument faire passer. Donc, à ce moment-là, il ne pouvait plus défendre. Et puis, vous avez directement lié ça avec, du coup, Claude Allègre vend 200 000 livres. Oui, alors bon, je suis allé un petit peu rapide parce que je l'ai vécu vraiment comme ça. Si vous dites aux gens, et à l'époque, une densité d'émissions que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Hein. Bon, vous avez une sorte, ça serait marrant de voir, de faire une comment on parle du changement climatique dans les médias. Vous avez une sorte de calme plat, parfois des choses comme ça, puis après vous avez, pop, ça monte. Donc les gens sont là, ils disent, oh là 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 là, j'ai appris quelque chose. Et ça monte sur un mode catastrophique, encore une fois. Et on vous dit ensuite, on va sauver la planète. Et vous avez tous les grands présidents du monde qui viennent. Les gens s'attendent à quelque chose. Puis il n'y a rien. Puis quelqu'un vient derrière et vous dit, mais tout ça, c'est des bêtises. Ben, vous avez envie de croire le gars qui vous dit que c'est des bêtises. Puisque vous êtes menacé par deux choses, la dette, le chômage et le climat. On vous dit, non, le climat, c'est pas vrai. Ben, vous êtes content. Oui, comme ça, je comprends mieux. Alors, effectivement, ces réunions intergouvernementales, qui est de bonne foi et qui a intérêt à torpiller ou qui torpille? Est-ce qu'on peut aussi essayer de voir si certaines personnes ou certains pays n'ont pas tout fait pour que ça aboutisse à rien, justement, ces négociations? Je n'ai aucune vision manipulatrice. Les États sont des monstres froids, n'est-ce pas? C'était Machiavel, ça. Bah, ils défendent les intérêts de leur pays. Les Allemands, on sait depuis le départ qu'ils défendent leur industrie. Point. Les Américains, on sait qu'ils sont divisés, avec une partie de l'opinion publique qui est très consciente, et depuis Nixon, hein, depuis le premier choc pétrolier, depuis Nixon, qu'il faudrait en interne faire des efforts parce que leur modèle de développement pose des problèmes énormes de sécurité. Ils le savent. Une autre partie pense le contraire. Bon, on sait que les États-Unis sont divisés. On sait ce que pensent les Anglais. Donc ça, et chacun est là, représente les tensions internes de son pays. Donc la recette pour la négociation, et les gens le savent, enfin, s'il n'y a pas de manipulation là-dedans, hein, c'est que qu'est-ce qu'on peut dire comme langage commun qui permet de faire que les gens veulent agir alors que leurs raisons d'agir ne sont pas forcément les mêmes et dans une zone de conflit importante. Et donc là, la question est très simple. Pour le futur, c'est très clairement les questions de sécurité. Ça, à mon avis, c'est vraiment très clair. Mais il est évident que dans chaque pays, vous avez des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses se passent comme ça, parce que ça les menace un petit peu. Prenez l'Europe aujourd'hui, vous avez un truc très simple. Les Polonais, ils ont du charbon et de la lignite. Ils regardent d'un air assez distrait les objectifs de l'Union européenne. Je peux vous raconter comment ça se passe quand je discute avec des chercheurs polonais que je connais. J'imagine un peu qu'ils y croient, pas trop. Enfin, d'accord. Ils n'ont pas de tort de ne pas y croire. D'accord. La question, c'est comment on leur parle. J'ai entendu quelqu'un, alors je ne dirai pas son nom, dans une émission, dire « Oh, mais les Polonais en Europe, pas de problème, il suffit de les acheter. » Ça peut coûter cher, les Polonais à acheter. Enfin, non, si on leur dit, par exemple, attendez, on vous comprend. Vous avez votre charbon, vous n'allez pas comme ça fermer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en Pologne, et nous, ailleurs, en Europe, pour que ça marche mieux? Ben, en Europe, on a d'autres problèmes que ça. On a la zone euro qui se porte mal, il y a des choses comme ça. Il y a l'inégalité qui en Europe, monte beaucoup. Donc, les Polonais ne sont pas méchants dans cette affaire. On est sûr que les Polonais ne vont pas être très porteurs de l'accord climat, ça c'est clair.
Mais pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont objectivement des problèmes. Donc la question, c'est est-ce qu'on se met en position d'avoir une négociation où chacun comprend les problèmes de l'autre? Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire à partir de maintenant. J'ai listé un certain nombre de points sur lesquels je pense qu'il y a un accord possible. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on propose aux Polonais pour qu'ils renoncent à leur charbon? Alors là, je ne vote pas en touche, je vais vous répondre un petit peu indirectement, parce que le charbon est le problème central. Non seulement pour les Polonais, mais pour les Australiens, pour tous les pays exportateurs. D'accord ? Bon. Ce qui est commun à tout le monde, c'est que nous avons tous intérêt à ce que l'économie mondiale se porte mieux, avec une épargne qui va le plus vite possible dans les endroits productifs et donc dans les infrastructures. Ça, c'est pour tout le monde, y compris les Polonais. D'accord ? Donc d'abord, on a intérêt à cette réorientation des investissements hors de la spéculation, hors de l'immobilier. Prenez ce qui s'est passé en Espagne avec leur explosion immobilière très très grave pour eux. Bon. Alors maintenant, une fois que vous avez ça comme socle, on peut parler sur les Polonais, et sûrement ce que ça veut dire, c'est que leur charbon, une partie de ce charbon, ils vont l'exploiter. Par contre, on peut les aider à se mettre en place pour que toutes les infrastructures de transport, leur logement, leur appareil industriel petit à petit deviennent plus efficaces et qu'à terme, de fait, ils aient un recours au charbon moins important.